Hello toi, bienvenue dans Du bout des doigts. Je suis Elisa et j'ai un studio de design graphique spécialisé dans la communication visuelle et l'identité visuelle. Avec ce podcast, j'ai le projet de vous mettre en avant. Vous, ces femmes créatives, manuelles et indépendantes. Ces femmes qui vivent de leur activité, de leur savoir-faire, en créant de leurs mains avec finesse et précision, du bout de leurs doigts. Des femmes imaginatives, ambitieuses et agiles qui prônent l'artisanat, l'auto-entreprise et ses valeurs fortes de partage. Vous mettre en avant, vous, qui travaillez parfois dur, mais toujours avec minutie et avec passion. J'ai envie de parler de ces métiers qui subsistent malgré les nouvelles technologies digitales et mettre en valeur les activités manuelles dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inaugurer ce podcast avec Aline, beauté naturelle, parler de sa boutique, son atelier de création d'accessoires zéro déchet, Z. Bonjour à tous. Bonjour Aline. Bonjour Elisa. En fait, on est toutes les deux en train de rire parce que c'est un peu une inauguration. Un petit peu, oui. Alors déjà, je te remercie énormément d'avoir accepté d'être la personne qui fait l'ouverture, comment on dit, l'introduction. Ouais. La reine, on peut dire. La reine, ça te va? Totalement. Et merci à toi d'avoir pensé à moi pour être la première sur ce podcast. Écoute, pour moi, ça coulait de source par rapport au thème. Donc, comme vous l'avez constaté, il s'appelle Du bout des doigts. Et au fur et à mesure des épisodes, vous allez comprendre le pourquoi du comment, notamment avec Aline, qui a plein de choses à raconter sur le sujet. Ouais, j'espère. Ah, mais j'en suis sûre. Je serais pas là sinon. Ce qui est drôle aussi, c'est que je suis arrivée depuis 2-3 heures et ça fait déjà 2-3 heures qu'on parle. Ouais. Donc en fait ce podcast va un peu être la continuité de notre conversation, je pense. Et voilà, et je voulais vraiment t'interviewer parce que je pense que tu as beaucoup de choses à apporter, beaucoup de conseils, même juste de par ton histoire, nous partager des moments que tu as vécus ou autres pour toutes les personnes qui se posent des questions sur les métiers manuels, sur peut-être les difficultés mais aussi peut-être les bonheurs que ça t'apporte. Et voilà, et pour commencer, j'aurais vraiment voulu connaître, donc je te connais déjà un petit peu, moi je te suis depuis plusieurs années sur les réseaux, mais je ne connais pas beaucoup la petite Aline. La petite Aline. Aline. Enfant. Aline enfant. Parle-moi un peu d'Aline enfant. Comment elle était? Aline enfant, c'était une enfant déjà élevée toute seule. J'ai deux demi-sœurs, mais j'étais fille unique, on va dire, donc j'étais un peu solitaire. Je faisais plein de trucs toute seule dans mon coin, mes parents étaient très occupés au travail et tout, et du coup, je m'occupais beaucoup toute seule. J'étais un petit peu timide et je faisais déjà beaucoup de choses de mes mains. De tes mains. Tu vois, on est dans le thème. Ouais. C'est trop bien vite. Donc du coup, tu cherchais comment un peu occuper ton temps. Ouais, j'étais une enfant très créative. J'avais beaucoup de temps pour moi et puis j'aimais bien jouer avec tout ce qui m'entourait et tout ça, créer des choses déjà à l'époque avec tout ce que j'avais autour de moi, quoi. Et j'ai des souvenirs de moi petite, les Scooby-Doo. T'as fait des Scooby-Doo, toi? J'en ai fait. Ah voilà, moi je C'était un business. Scooby-Doo. Ah purée, mais l'entrepreneuse dans l'âme. Je faisais ça avec tout quand j'étais petite. J'avais les bagues en perles. Ah oui, cette période, et je les vendais pareil, je faisais déjà mes petits avec du fil que t'assemblais? Du fil, ouais, tu mettais des petites perles et je tout. vois. Des trucs, des gros trucs, des bagues bien montées et tout, machin. Ça me passionnait. J'ai eu plein de passions créatives comme ça quand j'étais petite. Mais t'étais quoi? T'étais en primaire? J'étais quoi? Ouais, en primaire, collège comme ça, ouais, primaire, collège, toute cette période. Mais t'as toujours un peu des teams comme ça dans les écoles. T'as un peu les créatifs, tu sens qu'ils aiment bien dessiner, ils aiment bien faire des trucs. T'as les sportifs ou ceux qui jouent au loup à toutes les récrés. Genre toujours ils vont jouer au loup en mode tu veux jouer au loup et tout. Et du coup c'est vrai que des fois quand t'es jeune tu peux te dire mais on peut faire trop de trucs et tout. Et en fait je pense qu'il y a déjà des choses qui se placent dans l'enfance, tu vois. Ouais, carrément. Sur ce qu'on va aimer faire plus tard ou des fois on y part mais on y revient. C'est pour ça que j'aime bien, je pense que je vais beaucoup aimer poser cette question à mes invités. Et du coup t'aimais beaucoup faire des choses créatives. Est-ce que t'avais des amis avec qui les faire? Est-ce que tes parents faisaient des choses avec toi? Ouais, non, c'était beaucoup toute seule. Hein. Ah ouais. Je me souviens avec les copines dans la cour de récré, il y avait un grand arbre avec des espèces de petites lianes, je sais plus, un saule pleureur. Et on faisait des bracelets avec. Enfin, tu vois, on faisait des trucs comme ça. Tu faisais beaucoup de choses du bout de tes doigts. Ouais, tout à fait. Et ouais, non, je faisais beaucoup ça toute seule. Enfin, en fait, je m'éclatais toute seule à faire ça. Je pouvais y passer des heures. Enfin, je me souviens dans ma chambre, devant, genre, comme mes perles avec mes bagues et tout, je passais des heures à mettre des perles dans
dans un fil et un fil dans des perles. Un fil dans des perles. D'enfiler des perles, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en grandissant, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, on va dire, ancrer dans tes études ou comment ça s'est passé pour toi? C'est pas du tout un truc qui est resté avec le temps. Enfin, aujourd'hui, oui, je l'ai retrouvé. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes études, les études supérieures, enfin le lycée, études supérieures, etc., comme j'étais une très bonne élève, on m'a directement orientée vers des études intellectuelles. Il faut faire la S, le bac scientifique. Fait L. Ah, tu as fait L. Je détestais les maths et la science à l'époque, mais j'ai fait L et comme voilà, j'étais très bonne élève, etc. Okay. Et puis il y a aussi d'autres choses qui m'intéressaient à l'époque. Mais c'est vrai que la voie d'un métier manuel, créatif, artisanal, etc., c'est pas du tout présenté à moi. C'était pas trop mis en avant aussi. Hein. On est de la même génération. Aline, elle est née en 96, donc tu as 27 ans. Ouais. Moi, je suis de 97, donc j'en ai 26. Du coup, on sait toutes les deux de quoi on parle. Et puis souvent, tu pouvais avoir des super passions, etc. Si t'avais un profil pour rentrer dans tel, comment on appelle ça, secteur. Ouais, secteur. Voilà, tu sais, la division entre S, ES et S, là. La section, ouais. Enfin voilà. Si t'avais un profil comme ça, t'allais pas en dehors de ça, quoi. Quand t'étais fait pour être en général. Oui, non, mais moi, tu vois, par exemple, je sentais que je préférais vraiment les matières littéraires. Ouais. Et pourtant, parce que j'avais des bonnes notes, on m'a dit, faut que t'ailles en S. Ouais. Genre vraiment, il y a pas de recours possible, c'est S. Et en fait, tout mon lycée, j'étais en mode, mais pourquoi je suis pas allée en L? Ouais. Genre vraiment, c'était abusé. Bon, j'y reviens beaucoup, donc c'est pas grave. Et puis bon, c'est vrai que quand c'est stéréotypé, mais pour ton CV, quand tu fais des bonnes études, encore maintenant, tu le vois avec les recruteurs, ça peut faire la différence. C'est vrai. Tu vois. Et puis après, dans la suite de mes études, j'ai appris des choses qui me servent aujourd'hui, tu vois. C'est sûr, ça sert toujours. Ça, c'est vrai aussi. Ça va, j'ai pas à me plaindre. Et puis à l'époque, je savais pas ce que je voulais faire, donc c'est pareil. Comme beaucoup. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que au niveau dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte, c'est vrai que j'étais assez loin de tous ces trucs créatifs. Je l'ai retrouvé à droite à gauche, etc. Ouais. Mais je suis pas dit, tiens, je vais en faire mon métier. Peut-être qu'on a moins le temps aussi, tu sais, quand on est dans les études. On est dans un cursus, on suit le mouvement, et après, c'est plus quand on a plus le temps qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? C'est ça. C'est un peu ça. Ok, donc toi, il me semble que t'as travaillé plus dans le digital, le marketing, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as fait des études un peu de e-commerce. J'ai fait une licence LEA en langue. Et puis je voulais être interprète. Voilà. Ah oui, d'accord. Interprète. C'est ma grande passion. Puis je me suis rendu compte que j'avais trouvé ça un peu chiant. C'était pas assez créatif, tu vois. Déjà à l'époque, j'avais cette notion. On se dit mince. Je me souviens, j'avais visité l'école supérieure pour devenir interprète et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que on créait rien, mais on faisait que répéter ce que quelqu'un disait dans son bouquin. Et j'ai eu une prise de conscience comme ça. Je me suis dit, mais je veux pas répéter ce que quelqu'un dit. Tu veux mettre ta patte à toi. Voilà. Ah, et donc bref, avec cette licence LEA, j'avais quand même j'avais une porte ouverte vers le commerce et toutes ces choses-là. Et il y avait aussi ça. Et c'était une époque à la fin de ma licence où je m'intéressais beaucoup au digital, au web marketing et compagnie. Et là, j'ai décidé de faire une année de master en e-commerce et web marketing. Je me suis vraiment dirigée sur ça. Et j'ai fait juste une année. Ok. Ouais. C'est vrai que mine de rien, ça te sert énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est pas du tout à côté de ce que tu fais. Donc, comme quoi, ça sert toujours les études, je pense. Et c'est vrai que, alors moi, quand je t'ai connue sur les réseaux, comment je t'ai connue? Je pense honnêtement que je t'ai connue via ton blog. J'ai dû faire une recherche pour... je crois que c'était le shampoing sec. Hein. Possible. C'est comme beaucoup de personnes. Hein. Mais je crois que c'était le shampoing sec parce que je m'intéressais un peu à tout ce qui était naturel. J'ai testé plein de choses. Et je pense que je suis tombée sur ton blog pour shampoing sec ou la vaisselle ou le déo, je sais pas. Ouais. Et après, du coup, je suis tombée sur ton Insta. T'étais à Bruxelles. Bruxelles, c'était quoi, il y a 5-6 ans? Ouais, il y a 5 ans. Là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un derrière ce blog. Ouais. Donc, je me suis un peu renseignée et tout. Et en fait, renseignée, t'as compris, hein. J'ai accroché avec ton profil. Mais comme tout le monde fait maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas mal accroché et j'ai regardé un peu tout ce que tu faisais. Et voilà, d'instant, je t'ai suivi. Je me suis dit, il a l'air sympa. Et depuis, j'ai un peu suivi ton évolution. Et c'est vrai que je te vois dans ta chambre à galérer déjà. On en parlait avant, à avoir très chaud. Sous les combles, là, on connaît. Et vraiment, j'ai l'image de toi bosseuse, quoi. Ouais. Bosseuse, tu bossais, t'étais toujours devant l'ordi et tout. Alors, qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Tu faisais ton site? Ouais, je pense que je faisais mon site, je m'occupais de mon blog et tout. Je faisais mes petits posts Instagram, je pense. Ouais. Est-ce que t'avais déjà un aspect boutique à ce moment-là ou pas du tout? Non. Après, je sais pas. À Bruxelles, c'est pas venu tout de suite, ma boutique. C'est venu à la fin de ma période à Bruxelles. Mais c'est possible que j'étais aussi en train de travailler dessus. Ouais, peut-être tu commençais à faire des petits trucs stratégiques à mettre en place. On est sur web marketing, on commence à avoir une petite place sur les réseaux. Comment ça a commencé pour toi? On en discutait tout à l'heure en mangeant notre petite salade dans ton jardin.
c'est vrai que t'as déjà eu des expériences, j'appelle ça des expériences salariées parce que voilà, t'as été salarié et du coup ça s'est pas forcément super bien passé de ton côté, de ce que j'ai compris. Ouais. Est-ce que c'est ça qui fait que, je sais pas si tu veux en parler globalement déjà. Oui. Vas-y. Je t'en prie, comme tu veux. Quand tu parles d'expérience salariée, pour moi, ça a été super court parce que j'ai été indépendante déjà pendant mes études. J'avais déjà ouvert ma micro-entreprise. Comme j'avais mon blog, je recevais quelques petits revenus et tout. Donc j'avais déjà ma micro-entreprise. C'est 3 mois après la fin de mes études, je pense que je me suis lancée à mon compte, quoi. Donc mes expériences de salarié, c'était en stage en entreprise, etc., etc. Tu vois. Donc j'ai pas connu la vie de salarié où tu bosses pendant 2 ans et au bout de 2-3 ans, t'en as marre de ton taf. Tu lances ta boîte. Mais alors, t'as quel âge là? Là, j'avais il y a 5 ans. 21, 22. T'as conscience qu'il y a pas beaucoup de personnes oui, qui font ça. Je sais, c'est fou. Que c'est incroyable. Enfin, je le dis toujours, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé ma voie directement dans un truc qui me plaît où je peux être indépendante, genre à la sortie de mes études. C'est clair. T'avais envie, quoi. Il y avait un truc en toi. Oui, oui. T'avais cette petite voix qui te disait ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que justement c'est le fait que, vas-y, reviens sur ton expérience salariée. Ouais, mon expérience salariée, j'ai eu quelques expériences, une expérience vraiment pas ouf en travaillant pour quelqu'un et où vraiment j'étais confrontée à ce que beaucoup de gens connaissent dans leur job. Tu fais des trucs qui te passionnent pas, tu t'ennuies aussi. C'est ça, et puis des conditions de travail qui étaient vraiment pas là, etc. Et un jour vraiment et les sous. Et les sous, oui. Qui ne rentrent pas trop, j'imagine. Ouais, les sous, je vais pas parler en détail, mais un contrat un peu vaseux, sous-payé, t'es en mode, voilà, déjà je gagne pas grand-chose, mais comme c'est pas stable non plus, si ça s'écroule, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est clair. C'était vraiment ça. Et il y a un moment où j'ai eu vraiment une révélation, je me suis dit, ok, j'avais déjà commencé à avoir mon blog, j'avais déjà développé quelque chose, je me suis dit, si je veux me sortir de cette situation qui me plaît pas actuellement, je vais avoir un discours un peu, entrepreneur bullshit. Ah non, mais vas-y, on écoute. Si je veux me sortir de ça, il faut que je bosse un truc dans mon coin de mon côté. Ouais. Et sous 3 mois, je dois voir si ça marche. Et si ça marche, je m'en vais et je me lance dans mon truc. En fait, est-ce que ce serait pas la phrase que je dis tout le temps, qui ne tente rien à rien? Il fallait que je la place. Non, mais ça a vraiment été ça. Je me suis dit, ok, j'avais la possibilité en fait de me lancer en tant qu'indépendante. Si j'y mettais de l'énergie et tout, je pouvais voir comment ça marchait. Après, j'aurais pu trouver un autre taf et tout. J'ai aussi pensé de me dire, bon, je vais juste changer de... Ouais, mais je pense que le fait que ça se passe pas bien, ça te donne de l'énergie au fond de toi. En fait, tu puises un peu dans tes dernières ressources. C'est ça. Pour te dire, mais en fait, peut-être que je vaux quelque chose de mieux. C'est ça. Et peut-être que je peux faire quelque chose, donc je vais le tenter. Et c'est comme ça que tu t'accroches aux choses, quoi. Ouais, c'est l'envie de survivre et de vraiment se sortir du truc, quoi. Et ça a vraiment été, ça a été vraiment un déclencheur, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que t'as pensé à la boutique? Ouais. La boutique, c'est vraiment à ce moment-là. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer dans la création d'accessoires zéro déchet. J'y pensais depuis un moment. En fait, l'histoire est un peu rigolote, mais déjà 1 an avant, on se baladait. J'aime beaucoup chiner, faire les vides-greniers et tout. Je pense que toi aussi. Et il y a eu l'été juste avant, on s'était baladé en campagne et j'avais vu en fait plein de personnes qui vendaient des tissus, des draps, des trucs comme ça. Et j'en avais acheté un petit peu pour moi pour me faire des sacs à vrac parce que j'allais emménager dans mon appart et tout. Je me dis, je vais me faire mes trucs. Et en fait, je me suis dit, mais il y en a tellement. Et en fait, dans mon cerveau, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui achètent du tissu neuf pour faire des accessoires zéro déchet et tout. Ça a du sens. Coup, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai tout acheté sur le stand d'une dame. Elle avait genre des mètres de tissu. Non, mais elle devait être trop contente, la dame. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Des sacs à vrac. Peut-être 300 sacs à vrac. Au moins, t'avais de la marge. C'est ça. Et voilà, là, ça a germé dans mon esprit. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça qui me plairait et ça avait du sens, tu vois. Je me suis, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment ce constat-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bête de faire produire du tissu et tout ça, alors que dans les vides-greniers et même dans les réseaux de seconde main du style Emmaüs et compagnie, tu te retrouves toujours avec des kilomètres. Beaucoup de marques de vêtements. Ouais. Je sais pas si c'est avec ces personnes-là que tu travailles maintenant, mais j'ai ouï dire qu'effectivement, il y a beaucoup de marques. Qui ont des tissus des anciennes collections et ça. En fait ils s'en débarrassent. Ça s'appelle les dead stocks, on appelle ça. C'est les stocks dormants et c'est vrai qu'ils s'en débarrassent à des prix parce que sinon ça part à la benne. Et avant ça partait tout le temps à la benne, mais maintenant ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire derrière. Mais voilà, ça a été vraiment ça et ça a traîné dans un coin de ma tête pendant un moment.
tu vois. Ok. Et jusqu'à ce moment-là où j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je me sorte de cette situation. Et vraiment, directement, sur le moment, je me suis dit, ok, je vais lancer ma boutique. C'était dans un coin de ma tête depuis longtemps et je me suis dit, c'est le truc, ouais. Vraiment, c'est le truc ça qui m'a va fait te... un électrochoc, quoi. qui va te sauver, quoi. Ouais, Presque. c'est ça. Après, bon, je savais pas ce que ça allait donner, tu vois, donc... Mais il faut se lancer parfois Ouais. dans des projets un peu fous. Bah, ouais. Surtout si on le sent au fond de nous, je pense, et si on a tellement envie. C'est ça. Il faut se lancer et puis il faut aussi. Moi, je suis un peu de la team un peu mesurée, tu vois. Il faut se lancer, il faut tester le truc. Et si on se rend compte au bout de 3 mois qu'on est dans un bourbier, on rétro-pédale un petit peu, on remet un peu les choses aux questions, on pense à d'autres solutions peut-être. On se remet en question toujours, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut se lancer, il faut bouger au bout d'un moment. Et je pense que c'est souvent dans des situations complexes comme ça où on a des prises de conscience et je pense. on fait le choix de et passer parfois, à l'action. Je pense que c'est même inconscient. Qu'on fait des choses et quand, avec du recul, on se dit purée, mais en fait, je l'ai vraiment fait à ce moment-là, c'est que ça voulait dire quelque chose. C'est vrai, tu y repenses après. Ouais. Donc là, t'as Aline en brocante devant ce stand qui achète tous ses tissus. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà coudre? Grande question. Alors, pas trop. Non mais c'est dingue. C'est cool, c'est hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent, je pense, de savoir comment ça s'est passé pour toi. Vraiment, la couture, en fait, j'ai toujours un peu touché à la machine à coudre de ma maman. J'ai dû la péter 5-6 fois, tu vois. Je me souviens des moments où elle était très énervée. Il y a un réglage à faire, je pense. Non, en fait, j'ai jamais trop cousu. Par contre, j'ai un souvenir très clair. Ça va te parler, je pense, c'est une histoire d'échange, de partage et tout ça. J'adore. Mes parents, à l'époque, ils avaient des chambres d'hôtes. Donc, j'étais sur le début de ma vie d'adulte. Je devais avoir 18, 19 ans, un truc comme ça. Ok. Ils avaient des chambres d'hôtes et je m'étais mise en tête de me faire des cotons lavables avec des petites chutes de tissu que j'avais trouvées et j'arrivais pas à faire mon truc. Et là, il y avait une dame, une cliente qui est descendue. Elle m'a vue sur la machine. Elle me dit, mais c'est incroyable, Aline. Tu sais, moi, j'ai été couturière toute ma vie. Non, mais c'est fou. Elle me dit, je vais te montrer comment on fait. Et alors, elle m'a appris, ma maman m'avait déjà appris, mais du coup, d'être avec quelqu'un qui était genre une couturière, oui, c'était son métier, quoi. Et tout, ouais. J'ai trouvé ça génial, tu vois, cette dame, je me souviens plus de son visage ni rien, mais cette scène, je m'en souviens très bien. Ouais, ça m'a marqué. Et voilà, elle m'a montré comment faire mes cotons. J'ai fait mes cotons. Et puis après, j'ai vraiment appris toute seule, quoi. Même aujourd'hui, j'apprends encore des techniques, hein. Il y a des trucs que je sais pas faire, mais j'apprends. Bah oui, tu te formes continuellement en fonction de ce que tu veux vendre sur la boutique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, cette dame, elle était sur ton chemin au bon moment. Moi, j'allais à l'ISO, là, je me dis, ouais, mais c'est fou quand tu y penses. C'est trop bien. Ouais, non, c'est très drôle, mais c'est vrai que ça, c'est un frein aussi pour beaucoup de personnes. La légitimité de se dire que j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas appris exactement de la bonne manière, alors qu'il y a des métiers, comme dans beaucoup de métiers qu'on fait de nos mains aussi, ça s'apprend avec la pratique bien et sûr. sur le tas, quoi. Mais oui, ou il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent à un certain âge parce qu'ils en ont marre d'être derrière un bureau, ils vont faire boulanger-pâtissier. Et ça se trouve, ils en ont jamais fait de leur vie. Ils aiment pas les gâteaux. Ouais. Et ils se disent, d'un coup, ils se disent, en fait, j'aime bien. J'adore les gâteaux. Voilà. Et j'ai envie d'en faire. Donc, ça vaut pour beaucoup de choses, je pense. Donc, non, je pense que rien n'est impossible. C'est un peu une phrase bateau, mais quand t'es motivé à quelque chose et que tu te mets à fond dedans, tu peux apprendre facilement, je sais pas, mais en tout cas, sans travail, t'apprends pas, tu vois. Ouais. J'imagine que t'as pas appris à coudre du jour au lendemain. Non, je me suis pas dit, tiens, je sais pas coudre, je vais lancer ma boutique. Non, Oui, voilà, il y a eu un petit cheminement. Un petit entre-deux quand même, mais non. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi au début de la boutique? Alors moi, je sais que tu travailles aussi dans l'influence, donc t'as plusieurs activités que tu cumules. T'as des partenariats avec des marques, tu fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux et tu as la boutique. Ouais. Alors est-ce que, comment ça s'est passé au début pour toi au niveau de la boutique? Est-ce qu'il y avait juste 1 ou 2 produits? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors au début pour la boutique, c'est très drôle. Je faisais en fait en fonction vraiment des tissus que je récupérais. Mm-hmm. Donc j'avais certains types de tissus avec lesquels je pouvais faire des sacs à vrac. Mais je crois que j'avais pas beaucoup de produits au début. J'avais les sacs à vrac, j'avais les pochettes à brosse à dents que tu as. Oui, c'est vrai. Ça j'adore. Et puis quelques autres produits, mais j'en avais vraiment pas énormément. Les couvre-bols, non, c'était pas tout de suite. On les a pas fait tout de suite vraiment. Là, c'était vraiment moi les petits tissus que j'ai dans ma chambre et que je peux transformer, quoi. Mm-hmm. Un jour, j'ai réussi à récupérer, incroyable pour moi à l'époque, du tissu imperméable. Mais là, un monde s'est ouvert à moi. Ah mais oui, là tu t'es dit je peux faire pochette à savon, voilà. Etc. Et non, on avait vraiment très peu de... parce qu'à l'époque j'étais toute seule, j'avais vraiment très peu de produits au début et c'est parti comme ça, quoi. Avec quelques produits et
Ok, donc du coup, tu passais un peu par ton compte, tes comptes sur les réseaux sociaux pour parler de ta boutique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était plus quelque chose à côté. Comme j'ai un compte à l'époque, j'étais très axée écologie, etc. Vraiment, j'ai mêlé les deux parce que ça faisait sens et Bien sûr, ouais. du coup, j'avais ma boutique à côté et j'en parlais à mes abonnés et tout. C'était mon... Ah, pour moi, c'était Aline, zéro déchet. Ouais. Donc le zéro déchet, ça peut être dans plein de choses, et dans la cuisine et dans la beauté. La beauté, la cuisine, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mes deux activités, elles sont un peu plus dissociées parce qu'aujourd'hui, je parle surtout de beauté sur mon compte. Oui, ok. Donc voilà. Mais vraiment, à l'époque, c'était comme ça en fait que je trouvais mes clientes, etc., etc. Aussi le fait, je pense qu'une communauté te suive pour la personne que tu es, tes conseils, etc. Je pense que ça crée aussi un lien de confiance qui fait que peut-être elles se disent c'est Aline qui les fait. Franchement, sans ça aurait été impossible de se faire connaître. Enfin, après, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, tout est possible, on va dire. T'avais tellement de connaissances sur le sujet, t'avais tellement de passion, je pense, dans ce que tu faisais, que les gens, ils vont se dire, je vais passer une commande, et au pire, si je vois que c'est pas de la bonne qualité, tant pis. Ouais. Mais je pense qu'ils ont eu ce truc de se dire, c'est sûrement trop bien, quoi. Et puis, il y avait aussi ce truc de soutien. Tu sais, comme ils me suivaient dans mon travail, ouais. ils me voyaient développer un nouveau projet, et il y a vraiment ce truc que les gens, ils ont envie de participer, ils ont envie de te donner de la force et tout ça. Et il y a eu beaucoup de ça au début, c'était génial, quoi. Et après, ils aiment bien le produit et ils voient des nouveaux produits qui sortent et bam. Et là, ça s'enclenche. Vous êtes foutus. Aline en sueur. Son week-end avec la machine à coudre qui lâche. C'est ça. Ça me rappelle des souvenirs. J'imagine les petites anecdotes. Et c'était ça au début. Ok. Et du coup, tu as commencé un peu à faire des recherches sur, je sais pas moi, des nouveaux types de tissus, des nouvelles idées de patrons, de prototypes, d'objets, quoi. Ouais, des nouveaux produits. En fait, je faisais vraiment en fonction des choses qui me manquaient à la maison. Par exemple, dans mes accessoires écolos, des choses qu'on pouvait transformer, trouver une alternative. Ah ouais, ok. Genre, tu vois un rouleau de sopalin, je m'étais dit, ce serait bien qu'on fasse du sopalin lavable, etc. J'annonce que je viens de choper dans la boutique d'Aline des essuie-tout, qui sont très mimi, voilà, c'est tout. Ça s'est passé un peu comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait être utile? Après, on connaît tous les produits classiques de la salle de bain zéro déchet, les cotons réutilisables, etc. Donc, on a commencé à lancer des produits comme ça. Aussi, en fonction des tissus qu'on avait à l'époque, qu'on arrivait à récupérer pour les upcycler. Donc, à chaque fois, tu dois te former. C'est ça, à chaque fois. Là, au début, c'était vraiment, je savais pas trop faire. Et je passais, je me souviens des après-midi dans mon appart, par terre, à faire les prototypes tout. Et à les tester, j'imagine, chez toi. Et oui, bien sûr. Et à les tester. Et c'était vraiment, c'était la découverte de tout, quoi. J'apprenais tout, en vrai, à l'époque. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, quand j'ai commandé sur ta boutique, j'avais la petite étiquette beauté naturelle parce que c'est ton pseudo sur les réseaux sociaux. Ta communauté, c'était petite beauté. Oui. J'ai toujours trouvé ça très mignon. Et du coup, quel cheminement ça a eu dans ton cerveau? Quelle place tu t'es dit que ça prenait? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir un bon équilibre? Est-ce que tu avais envie de plus travailler avec tes mains? Parce que du coup, en fait, je te le disais à midi, que je trouvais ça presque paradoxal que tu sois aussi influente sur les réseaux sociaux et que tu aimes cette partie sur les réseaux sociaux, et que tu sois aussi naturelle comme personne et que en plus tu aies ce côté l'aspect écologique par rapport à ta boutique et à la personne que tu es. Mais c'est vrai que est-ce que tu as eu envie que la boutique prenne plus de place ou que ton activité manuelle prenne plus de place? Je pense que ça n'a pas été une décision forcément, consciente de ma part. Je me suis pas dit j'ai vraiment envie de faire plus de ça parce que c'est plus manuel, parce que sinon c'est faire que des réseaux, ça m'ennuie ou un truc comme ça, tu vois. Ça a vraiment été naturel et je pense que depuis le début, je vois ces deux activités un peu comme deux choses différentes, tu vois. Et j'avais envie de donner la même importance à ce que je faisais sur ma boutique d'accessoires zéro déchet, à ce que je faisais sur Instagram. Et je pense qu'il n'y a pas eu de choix conscient. Je pense qu'au début, en fait, j'ai vraiment suivi le mouvement, quoi, de comment ça allait, tu vois, en fonction des commandes que j'avais sur la boutique, etc. C'est vrai qu'au début, ça a été explosif. On faisait des ruptures de stock en un week-end et tout ça. Ça dépassait le soutien, là, à ce stade, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'adaptais au rythme, en fait, des commandes et je réfléchissais plus à, je décide de faire 50-50 sur mes deux activités, de travailler tant et tant sur chacune. C'était vraiment, parfois, je postais pas de post Instagram pendant 2 mois parce que t'avais trop de trucs à coudre. Ouais, voilà. Donc c'était vraiment, à l'époque, je suivais comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus organisée. J'ai fait des choix
peu plus stratégique pour mon bien-être aussi. Bien sûr. Mais vraiment, à l'époque, je me suis dit, on lance la boutique, on voit ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, mets ton énergie dedans, quoi. Et donc, du coup, jusqu'à quand tu as été toute seule sur la boutique? Officieusement ou officiellement? Alors, Aline a une maman qui l'aide, je pense, pour plein de choses depuis que tu t'es lancée, certainement. Ouais. Que ce soit conseil, que ce soit... Ouais. En fait, ma maman, elle est adorable. Elle aime trop qu'on travaille ensemble et tout ça. C'est Elle est trop toujours là chouette. pour me donner un coup de main, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai lancé ma boutique et que ça a commencé à prendre un peu, j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et elle me dit, si tu veux, je t'aide. En fait, je suis sûre, elle te voyait plus. Elle s'est dit, pour que je voie ma fille, le week-end, Aline, tu fais quoi? Non, je peux pas, je cours. C'est un complot depuis le début. C'est bien joué, hein. Ouais, bravo maman, bravo. Je sais que t'écouteras. Ouais, donc elle a toujours été partante pour m'aider et tout ça. Donc franchement, quelques mois même après que j'ai lancé la boutique, elle m'a aidée. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'habitais à Bruxelles, justement, je revenais passer les vacances chez mes parents en France, et j'ai des souvenirs l'été de moi et même mes sœurs qui coupent du tissu pour faire les produits, tu vois. Mais c'est génial, en fait, c'est du soutien. Ouais. Pour ce que tu fais et tout. Et puis au bout d'un moment, la boutique a grandi au fil des mois, des années, etc. Et puis avec ma maman, on a eu envie de construire quelque chose de plus solide. Donc avant, j'étais auto-entrepreneur, par exemple. Maintenant, on est passé en société. Et quand j'ai dû passer en société, pour ma maman et moi, ça a été logique qu'on travaille ensemble. Donc elle est associée avec moi dans la société, du coup. Trop bien. Et on travaille toutes les deux. C'est trop chouette. Oui, vous avez posté une petite photo l'autre jour de l'équipe. C'est trop mignon. Sur l'escalier rose. C'est trop bien. Mais je trouve ça bien. Enfin, je pense qu'il y a des stéréotypes sur le fait de travailler en famille. Je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais, bien sûr, c'est ça. Elle sera d'accord avec moi, ma maman. Des fois, on se dispute pour le travail, voilà. Mais de l'autre côté, elle me connaît, je la connais. Déjà, il y a une confiance. Oui, en vous qui est énorme, confiance, tu vois. Ouais. Et puis aussi, je connais son caractère, et j'aurais pas fait le choix de travailler avec elle si je savais que ça n'allait pas marcher. Tu vois, parce que, par exemple, ma maman, je vais dire un cliché, mais c'est une Capricorne. Et niveau travail, elle est extraordinaire. Genre, elle pense toujours à tout. C'est elle qui me rappelle des trucs tout le temps. Ouais. Des fois, je râle parce qu'elle me rappelle trop de trucs. Mais des fois, je râle, mais j'avais oublié. Hein, tu dis, c'est bon, je sais. Et, je sais qu'en ça, voilà, c'est aussi hyper bien de travailler avec elle. Autant, parfois, ça peut être un peu compliqué de travailler en famille, mais ça aussi, c'est bon côté, quoi. Puis c'est aussi l'ADN que j'avais envie de donner à la marque, à notre boutique, etc. C'est sûr. Mais c'est ce qui ressort, je pense, hein. Fait en famille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on est une petite équipe et tout, et c'est ça qui aussi donne le charme, et puis nous donne aussi envie de travailler au quotidien, tu vois. C'est important. Ouais. T'as envie de te retrouver et tout. Alors, c'est quoi les derniers potins? T'as eu des nouvelles demandes? Ouais, c'est ça. Mais du coup, ta maman, elle savait coudre? Non, pas plus que moi. Enfin, un peu plus que moi. Mais vous avez, franchement, quand je vois la qualité, c'est trop gentil. Parce que je suis allée tout toucher là, tout à l'heure. Tout espionné. J'ai tout espionné et tout. J'ai filmé une petite vidéo et tout, si vous voudrez voir. Et si vous voulez voir, allez sur le site d'Aline, évidemment. Donc c'est Z, hein, évidemment. Mais c'est vrai que, c'est très minutieux, tu vois. Même les finitions, etc. Enfin, j'imagine que vous avez dû faire pas mal d'essais quand même, tu vois. Bah oui, on passe par tout le prototypage et compagnie. Mais comme quoi, c'est un bel exemple de... T'es pas née couturière, quoi. T'es pas née avec une aiguille. C'est trop bien. Et puis même ma maman, elle a 50 ans, elle pensait pas un jour faire de la couture. Enfin, tu lui aurais dit ça. Est-ce qu'elle recousait tes pantalons? Même pas. Elle mettait des petits patchs dessus, mais c'est tout. C'est stylé, ça, de couleur. Tu peux faire des trucs stylés. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, donc même à son âge, tu vois, elle a fait une reconversion et tout. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, du coup, des métiers manuels? Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, moi je veux savoir. Enfin, est-ce que tu trouves que c'est des choses qui se perdent? Est-ce que tu trouves que, par exemple, ça doit être valorisé? Ouais. Tu vois, autant que d'autres métiers. Mais déjà, des métiers manuels, il y en a tellement. Mais oui. Dans tous les corps de métier, c'est immense. Et je pense que oui, ça s'est perdu. Mais j'ai vu que pendant le confinement, à cause du Covid et tout, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que c'était du manuel qu'il leur fallait, etc. Enfin, il y a plein de gens qui les rendaient heureux. Heureux, oui, tout simplement. Non, mais c'est ça. Et je pense que ça se retrouve un petit peu. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup perdu. T'as l'impression que, des fois, on parle de forme de méditation, tu vois. Par exemple, moi, je vais ressentir de la méditation quand je vais faire, je sais pas, par exemple, quand je vais me maquiller. Ouais. Quand je vais, je sais pas, quand je vais dessiner. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est presque une forme de méditation pour toi? Par exemple, si tu vas coudre, t'as l'impression que t'es dans l'instant présent, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, je dirais que je suis dans ma bulle, en fait. Ouais. C'est pas forcément ça m'apaise ou quoi, mais c'est ma petite bulle. Je suis devant ma machine et parfois je regarde une série, parfois rien du tout, juste, et je pense et je suis dans ta bulle créative. Je suis dans mon cerveau, quoi. C'est bien. Parce que des fois, on est partout, mais pas avec soi. Voilà, tu vois. Pour le coup, la couture, c'est un truc où
Comme beaucoup d'activités manuelles, tu dois être là, Ah bah oui, sinon t'as une aiguille dans le doigt. Et voilà, ça m'est déjà arrivé. Mais j'imagine t'as eu mal. Horrible, oui. Ah mais Elle m'a traversé l'index. Mais t'avais mis une story une fois. Je crois que je me rappelle. C'est horrible. Oh mon dieu. Mais t'étais allée à l'hôpital et tout, non? Non, j'étais allée chez le médecin. Ça va. Il a pu me retirer le gros. C'était rigolo. Rigolo. Oui, non, mais c'était drôle. Sur le coup, non. Ouais, bien sûr. Non, l'accident de travail typique de la couturière. Bah ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect... En fait, quand on pense... Alors, c'est sûr que métier manuel, c'est assez large parce que on a parlé tout à l'heure de boulangerie, on a parlé voilà de tout ça. Alors moi, c'est vrai que je vais plus me tourner vers déjà des femmes, tu sais, qui ont cette hargne, parce que pour moi, quand tu fais quelque chose de tes mains, tu dois te battre pour que ça soit reconnu, ou que, je sais pas, si tu fais de la vente ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que tous les métiers dits manuels sont catégorisés comme précaires, ou que c'est plus difficile, tu vois, de pouvoir vivre de ça, et que du coup, beaucoup de personnes font des choses manuelles par passion, en fait. Et pas forcément dans le commerce et le business. Certaines personnes, je pense, ne pensent pas pouvoir l'allier. Ouais. Alors après, tu vois, dans ton cas, tu cumules plusieurs choses parce que aussi t'aimes faire plusieurs choses. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est peut-être plus difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, les métiers passion, en fait, les gens, ils voient la passion et parfois pas tout le travail qu'il y a derrière. Mais ouais, clairement. Et du coup, il y a aussi des gens qui sont pas prêts à mettre un certain tarif pour certains produits. Moi, je vois beaucoup des créatrices couturières qui font des produits très très complexes, qui passent des heures. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et mais par rapport à la précarité, je pense que je sais pas en fait tout à fait ce que je pense par rapport à ça, parce que moi, je suis quand même assez privilégiée. Enfin, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ma communauté assez tôt qui m'a permis de mettre en avant mes produits et que ça marche pour moi. Mais pour autant, je pense pas que ce soit inatteignable, parce que justement aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est quand même possible de se faire connaître et de faire de belles choses, tu vois. C'est vrai que nous, ce qu'on disait, c'était que les réseaux sociaux, c'était un avantage lorsqu'on avait une entreprise, parce que du coup, ça permet de mettre en avant ce qu'on fait. Parce que des fois, quand on est manuel, c'est peut-être un peu stéréotypé, mais on aime être dans sa bulle, on est dans nos créations, et on pense pas forcément à montrer au monde ce qu'on sait faire. Et les réseaux sociaux ont un aspect positif pour ça, mais c'est vrai que je comprends totalement ce que tu dis, parce que le week-end dernier, j'étais à la Japan Expo à Strasbourg, et il y avait beaucoup de créateurs qui vendaient des objets. Alors, il y avait beaucoup d'illustrateurs qui vendaient des prints, donc là, je m'y reconnaissais totalement. Je voyais les tarifs, je comprenais les tarifs parce que moi-même, j'ai vendu sur ma boutique, tu vois. Mais c'est vrai que on s'est arrêté sur le stand d'une jeune fille, et la copine de mon frère a d'ailleurs acheté un objet chez elle. Et en fait, elle faisait des décorations d'intérieur avec des plantes, un peu dans le style Ghibli, etc. Ouais. Mais tu voyais la finesse. Tu voyais qu'elle avait passé des heures à faire ça. Elle faisait aussi des styles de cadre un peu Monsieur Jack, où tu voyais qu'il y avait des reliefs, qu'elle avait passé vraiment la cisaille, puis la peinture, puis machin. Et en fait, quand tu voyais le prix, beaucoup de personnes regardaient et reposaient en disant non, c'est trop cher. Ouais. Et je les entendais dire c'est trop cher à voix haute. Et je voyais sa tête, elle réagissait même. Et en fait, on a discuté avec elle et j'ai dit mais moi je comprends vos tarifs. Enfin, si tu calcules le nombre d'heures, le matériel, enfin, les gens se rendent pas compte parfois de ça. Je trouve que c'est dommage. Ouais. Mais du coup, c'est sûr que c'est des créations qu'on peut pas forcément s'offrir, que ce soit ce que tu fais toi ou autre chose. Mais c'est dommage que ce soit pas plus mis en avant. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu me demandais si ce que je pensais des métiers manuels, si ça s'était perdu et tout. Et je pense que ça s'est aussi perdu parce que justement les gens en face ont aussi perdu cette notion, de la valeur, de la différence entre un produit qui a été fabriqué à la machine et fabriqué par quelqu'un, tu vois. Ça s'est aussi perdu au fil des années, et du coup il y a moins de gens qui s'orientent vers ça, quoi. La notion de temps même que t'investis. Ah oui. Notamment par exemple, toi tu travailles avec du tissu. Ouais. Donc si tu compares ça à la mode, toute la fast fashion, etc., les gens sont habitués à des tarifs, enfin j'imagine que c'est un lien, ils sont habitués à des tarifs très très bas, etc. Même avec des accessoires que nous on peut vendre sur la boutique, par exemple des sacs à vrac. Aujourd'hui les sacs à vrac, c'est des produits qui sont faits genre à la chaîne, en usine, et les grandes marques arrivent à les vendre 1 euro pièce, alors que pour nous 1 euro pièce, c'est pas possible, ça couvre même pas le tissu, quoi. Donc, ça, voilà. T'as déjà fait des contenus par rapport à ça pour sensibiliser les personnes, ou t'estimes que ta cible elle a pas forcément besoin, enfin que les personnes qui achètent sur ta boutique ont pas forcément besoin? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait. J'en ai fait à l'époque quand j'ai lancé ma boutique, justement, il y avait des gens qui me parlaient un peu des tarifs, etc. Et même dans mon activité de créatrice de contenu, je sensibilise beaucoup sur la juste rémunération, etc. Ouais, c'est vrai que t'en parles montrer beaucoup. Les coulisses et ce que c'est la réalité du métier, etc. Bref, mais c'est vrai que j'en parle pas énormément parce que je pense que justement ma cible c'est des gens qui savent. Ouais. Après c'est pareil, on essaye de pas proposer des prix qui sont dérisoires, et il y a des produits qu'on propose pas parce que on sait que
vous n'arriverez pas à les vendre. Pas à les vendre, ouais, ça servirait à rien en fait. En fait, c'est trop de temps investi par rapport à ce que ça vous rapporte aussi, quoi. Par rapport à ce que d'autres peuvent produire pour rien et voilà quoi. On peut pas, ça sert à rien. Ça a été difficile ça pour toi de pouvoir catégoriser, de pouvoir mettre un prix sur tes créations par rapport au temps. Ouais. Au début, ça a été difficile. Au début, je calculais très très mal. Ouais, il y avait pas de marge. Puis en fait, juste, je regardais le prix des trucs qui se vendaient ailleurs et je mettais le même prix. Et je réfléchissais pas. C'est une étude de marché. Hein. Oui. Mais du coup, c'est pas en fonction de ton temps. Voilà, c'est ça. Et oui, il y a des produits, je sais, on en a vendu peut-être des centaines, mais on les a vendus, on a gagné 0 € quoi. Mais c'est vrai qu'avec le temps aussi, j'ai été forcée. Après, quand tu commences à rentrer dans une structure en société, où voilà, tu dois bien compter tes charges. Mais c'est clair. Voilà, et là, tu t'y attardes beaucoup plus. C'est des calculs que tu fais presque au fur et à mesure sur le tas, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel ta maman t'a aidé? Un petit peu, parce qu'elle est plus douée à faire les calculs que moi. C'est bien, tu vois, ça t'apporte plein de choses. Mais non, elle sait que je déteste les maths et c'est mon cerveau. J'ai pas un cerveau logique mathématique, on va dire. Tu as d'autres qualités, Aline, t'en fais pas. C'est un autre type d'intelligence. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur la boutique aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Aujourd'hui, là, on se rencontre. On vient quand même de faire un gros lancement avec l'équipe. Félicitations. On a transformé donc la boutique. J'avais sur mon blog de Beauté Naturelle et on a décidé de lancer notre vraiment propre marque à part entière avec sa propre identité, son propre site internet. Donc ça s'appelle Z-E-D. Et donc voilà, là on vient de lancer ça. Il y a même pas un mois, on a lancé ça le 21 mai. Mais c'est très marrant parce que quand je savais que tu travaillais un peu sur ça depuis quelques temps. Et quand je t'ai proposé le podcast, tu m'as dit mais c'est trop bien parce qu'en fait je vais faire le lancement. Ça tombait trop bien en fait. À pic, on a de quoi discuter. De ouf. Ouais, donc du coup on vient de faire ce lancement, donc c'est un grand chamboulement pour nous. Enfin surtout en termes d'image en fait, parce que les produits restent les mêmes, etc. Mais on avait vraiment envie de donner un petit coup de neuf à tout ce qu'on pouvait faire. Alors les produits sont les mêmes, mais par contre les tissus, ils sont colorés, ils sont chaleureux. Franchement, parce que moi du coup j'ai acheté l'ancienne collection et là je me suis retrouvée devant les produits, j'ai fait ah ouais. C'est ce que tu m'as dit en premier. Ouais, j'ai dit il y a du level. Là il y a du level au niveau des couleurs et tout, et ça fait plaisir de voir que même des tissus upcyclés sont aussi beaux quoi. Ouais. Et du coup je pense qu'il y a aussi un gros travail de recherche et c'est comme ça après avec l'expérience tu sais. C'est ça. C'est trop bien. C'est ça. Mais c'est vrai que avant on fonctionnait par collection, donc tous les 3 mois on proposait une nouvelle collection avec des nouveaux coloris. Et c'est vrai que en fait t'aimes pas le rose et le bleu et il y a que ça pendant 3 mois sur la boutique. T'achètes pas. Ça te parle pas quoi. Ouais. Tu te dis bon je vais attendre 3 mois, non je vais les prendre ailleurs. Donc là j'avais envie de changer un petit peu ça avec Z et maintenant on a décidé de partir sur des coloris très peps, qui donne la bonne humeur et tout, parce que c'est aussi ce qu'on a envie de mettre en avant avec le zéro déchet. Oui. Le zéro déchet, on est habitué à voir des visuels avec des bocaux, avec tout est terne, du vert, du bleu triste, etc. Et j'avais pas envie de ça, parce que quand j'ai fait toute mon étude de marché pour le lancement de Z, etc., je ne suis tombée que sur ça. Mais quand je te dis que sur ça, non. Il y a quelques petites marques. Mais vraiment, le zéro déchet a une identité qui, je trouvais, très passée. Et j'avais envie de changer ça, justement. Et du coup, ça passe aussi par les tissus des produits où j'avais envie que c'est réussi, ça se reflète. T'as un beau violet qui ressort. Non, mais on voit l'évolution, moi, je trouve. Je te le dis, étant graphiste. Je me rappelle que tu m'avais envoyé ton logo. T'en penses quoi, Lisa? Je lui dis, bon, tu travailles pas gratuitement, mais juste t'en penses quoi? Je dis, je sais pas si je vais te répondre. C'est pas vrai, mais déjà, Z, j'ai trouvé que c'était trop chouette, trop pertinent. Et ouais, je trouve que sur les petites étiquettes, ça rend trop bien. Tu sais, sur tes petits produits. Et puis, du coup, t'as des nouveautés aussi. T'as des nouveaux produits que t'avais pas forcément avant. Ouais, on a lancé plein de nouveaux produits. C'est pareil, c'est des produits qu'on voulait lancer depuis un moment. On n'avait pas le temps, on jonglait un peu avec tout et tout. Et là, comme on s'est posé pendant 6 mois pour travailler sur Z, j'ai dit en même temps, on travaille sur les nouveaux produits. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux couvre-plats, les couvre-plats rectangulaires, les couvre-cakes. Les tipi pipi. Les tipi pipi. Les fameux que vous verrez peut-être dans la vidéo, Elisa. J'ai trouvé un objet, j'ai essayé de deviner ce que c'était. C'est très ingénieux. Elle m'a sorti de sourire. C'était trop drôle. Le tissu était très doux à l'intérieur, si jamais. Tipi pipi. Le tipi pipi. Et ouais, plein d'autres nouveautés comme ça qu'on a voulu sortir pour agrandir la gamme aussi qu'on propose sur la boutique. C'est trop bien. Franchement, je sais à quel point c'est beaucoup de travail. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, je le sais. Je sais que t'es une bosseuse et je sais que, il faut le dire, c'est pas
pas toujours simple, quoi, de se mettre autant d'énergie. Enfin, de se dire là, je vais changer l'identité de la marque. Je vais créer une marque, en fait, à part entière pour que les personnes qui même ne suivent pas forcément Aline Beauté Naturelle puissent tomber sur Z. Que ce soit même pour les entreprises ou j'en sais rien, c'est hyper intelligent de faire ça. Et surtout, si tu veux, au bout d'un moment que ça évolue et que ça dépasse le soutien financier, ben, ça devient vraiment une marque à part entière avec des super produits et tout. C'est important, c'est bien. Puis, même, c'était devenu obligatoire. Enfin, on n'avait plus trop le choix, en fait, de se lancer dans toute cette refonte parce que actuellement, dernièrement, c'était compliqué ces derniers mois. Ça a été dur pour vous, avec la crise, l'inflation et tout. Ouais, ça a été dur. Et au début, ça m'a vraiment démoralisée. Et du coup, je produisais plus trop de contenu pour l'atelier. J'avais du mal à m'y mettre, à me motiver dans le projet et tout. Et en fait, je me suis dit, Aline, c'est trop bête. C'est trop bête. J'aime trop coudre. Non, mais je me suis dit, t'as un beau projet, etc. C'est juste sa forme, en fait, qui te fait perdre en envie. Et puis, du coup, bah, forcément, quand il y a un truc qui te donne pas autant envie que d'autres choses, ben, les gens, ils viennent moins aussi. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'attractivité. Est-ce que la marque te plaît, etc. Mais bien sûr. Mais oui, mais c'est ton chez toi. Enfin, voilà. Je veux dire, ça te ressemble et tout, que ce soit à ton image aussi, quoi. Et vraiment, je me suis dit, non, c'est bon. Soit on arrête. C'est pas compliqué. Soit on arrête, ou on fait ça, voilà, on fait aussi de la production en B2B. Donc, soit on fait de la production B2B comme ça, en sous-marin un peu, tu vois. Soit on change tout et on se donne la chance de créer quelque chose de beau et de fort, tu vois. Ah, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à repenser et c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que moi, c'est ce que me disent mes clientes. Donc, quand je fais des identités visuelles, en fait, à partir du moment où elles reçoivent l'identité, elles ont un pic d'inspiration parce que ben, ça leur plaît, ça leur parle ou alors ça parle à la marque qu'elles ont créée, etc. Tout de suite, vraiment, je le vois tout de suite, ça mûrit d'idées, quoi. Ah, mais avec la couleur de ça, je vais faire ça, je vais parler de ça et tout. Donc, je comprends totalement ce que tu ressens et ce que tu perçois et il y a certaines marques, je pense, qui s'essoufflent aussi parce que elles sont pas assez marquées, c'est pas le mot, mais tu vois, elles dénotent pas assez, il y a pas assez de recherche derrière ou il faut que ça te ressemble et que ça te plaise à toi en premier, quoi. C'est pas que pour ta cible, tes études de marketing, c'est bien beau le marketing, mais t'as aussi la personne qui est derrière. Bon, c'est trop important. C'est trop important parce que c'est ça qui te donne envie de travailler dessus, hein. Mais c'est clair. Quand t'es indépendante, ta maman, elle aime bien alors la nouvelle identité? Elle aime bien. Ah là, elle m'a laissé carte blanche. Franchement, elle m'a dit, j'y connais rien. Fais tes trucs. Juste, je valide si j'aime pas. Ouais, voilà, c'est ça. Elle me dit, le truc là sur le site, il est trop petit. Non, c'est normal, maman. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, un petit peu ce que tu vends? Bon, t'en as déjà un petit peu parlé, mais si tu veux un peu nous donner des exemples d'objets qu'on peut retrouver. On vend des accessoires durables pour le quotidien. Donc, des accessoires qui sont des alternatives à tout ce qu'on peut acheter de jetable, en fait, à la maison. Pratico-pratique. Voilà. Et très pratique. C'est vraiment notre mantra. On veut faire des accessoires qui facilitent la vie des gens au quotidien, en fait. En plus d'être zéro déchet, d'être durable et compagnie. Donc, par exemple, les emballages à sandwich que tu as vu tout à l'heure. J'adore cet objet. Les emballages à sandwich en tissu qu'on replie sur le sandwich et du coup qu'on peut emmener partout avec nous sans faire de tâches. On a les couvre-plats. Ça, c'est des best-sellers de la boutique. Ça, c'est révolutionnaire, j'avoue. Ça évite d'acheter du film étirable alimentaire ou du film aluminium. On le place sur les plats et ça conserve encore mieux au frigo. Je sens que je vais t'en acheter aussi. Je trouve ça tellement ingénieux. Des fois, t'y penses pas et tu vois les objets, tu fais, ah, mais ouais, mais c'est trop bien. Ouais, mais tu vois, c'est le produit qui fait cet effet-là chez toutes les clientes. Par exemple, le couvre-plat, j'ai des gens, en général, ils passent 2-3 commandes pour leurs proches après leur propre commande. Parce que tout le monde dit, oh, mais c'est trop bien. C'est quoi ça? T'as eu ça où? Et voilà. Et les couvre-plats, c'est vraiment une folie quand on les présente aux gens. Et donc voilà, il y a des produits comme ça. Il y a les sacs congélation lavables que t'as vu tout à l'heure. Oui, j'en ai pris pour ma maman. Qui, eux, sont trop pratiques. Et voilà, beaucoup d'alternatives comme ça, en fait. Et pour la salle de bain aussi. Donc les cotons lavables, les bandeaux pour les cheveux, les pochettes à savon pour transporter ses soins solides. T'as quand même une grande gamme de produits maintenant. Ouais, maintenant. Enfin, grande, on s'entend, mais par rapport à quand t'as commencé, tu vois. Ouais, mais je crois qu'on arrive au bout aussi de ce qu'on peut proposer en termes de C'est sûr que, produits. oui, tu dois te dire, bon, je vais pas non plus faire des housses de couette et des... Ouais. Quoique tu pourrais, si tu rachètes de nouveau 3 mètres de tissu à la brocante. Elle est où cette dame? Faut la retrouver. Je vais la retrouver, je vais y retourner. Non, mais ouais, je pense aussi le but, c'est pas de créer des produits pour inventer des besoins aux gens. Parce que parfois, je vois des accessoires zéro déchet. Enfin, moi, par exemple, je suis totalement nette là-dessus. Il y a des accessoires que je vends sur la boutique que j'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, il y a des gens qui vont les acheter parce que ça leur remplace quelque chose qu'ils avaient l'habitude d'utiliser et tout ça. T'as un exemple? Mais qu'est-ce que j'ai comme exemple?
Je réfléchis. Mais par exemple, on regardait tout à l'heure les tawashi qui sont des éponges en tricoté en fait, qui très en vogue il y a quelques années. Les tawashi, j'en ai vendu des centaines sur ma boutique. Je n'ai jamais réussi à l'utiliser parce que c'est pas mes habitudes. Des fois, ça te correspond juste pas. Voilà, en fait, c'est ça. Donc voilà, il y a des objets comme ça et donc notre but c'est pas du tout de créer des objets zéro déchet pour les vendre et pour créer des nouveaux besoins. Donc on essaye de se limiter. Parfois on a des idées, on voit des trucs qui se vendent ailleurs, etc. Et on se dit, des fois je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment dans la démarche zéro déchet qu'on a à la base de consommer moins aussi? Donc c'est plus dans l'écologie que ça va se jouer, quoi. Oui, une nouvelle collection de couleurs. Vous avez eu des demandes aussi, du coup, des personnes qui vous ont dit, ouais, vous pouvez, est-ce que vous faites ces objets-là, est-ce que vous allez les faire? Des fois, maintenant, on a tellement tout sur la boutique que c'est des demandes. Voilà, la dernière fois, on m'a demandé de faire des housses de coussins. Et non, mais j'étais en mode Après, non, t'en as pas, c'est de la déco, là. Là, on part du pratico-pratique, là. C'est vrai que c'est de la déco. Ah, mais il y a plein de belles choses à faire. Hein. Mais c'est clair. Et en fait, tu sais que l'autre fois, alors, anecdote, à la fin de ce podcast, j'ai croisé une dame en rentrant de la Japan Expo. Mais cette journée, il s'est passé trop de choses à cette journée. Et en fait, elle était très bavarde dans le tram et elle nous a montré sur son téléphone tout ce qu'elle faisait de ses mains. Et c'était un personnage. Hein. Et en fait, elle avait une casquette à fleurs et elle nous a dit, c'est moi qui l'ai faite. Et elle était trop fière de nous le dire, tu vois. Et en fait, elle nous a montré des photos. Alors, elle nous a montré des photos de voitures et de chats, mais aussi de tout ce qu'elle a fait. Elle faisait des robes, elle faisait des serviettes de table et en fait elle était hyper créative. Je me suis dit mais c'est Aline à 60 ans, tu vois. Non mais ça m'a fait vraiment rire et elle était vraiment très créative et en fait peut-être que ça peut donner des idées aux gens de se dire bah en fait je vais prendre une machine à coudre et je vais faire des choses moi-même, tu vois. Ouais. Mais même avec le coût de la vie qui devient cher ou des choses comme ça, genre les vêtements, tu veux un vêtement de bonne qualité, enfin je veux dire t'as plein de patrons de robes et tout, tu peux faire trop de choses en fait avec le tissu. Carrément. Ben tu vois, on va faire une marque Aline ou quoi? Ouais, on va bosser là-dessus. Non mais c'est vrai. Et ben ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. C'est passé vite, hein. C'est passé trop vite. Mais parce qu'en même temps, on fait que parler depuis que je suis là. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit. C'est fou. Mais est-ce que t'as envie de parler de quelque chose? C'est ton moment. Là, comme ça, c'est compliqué. On va embrayer sur quelque chose de très cliché. Mais est-ce que tu as un mantra? Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes filles? J'ai envie de parler aux jeunes filles aujourd'hui. Ouais. Qui ont envie de faire quelque chose du bout de leurs doigts, avec finesse, qui ont envie de se lancer dans quelque chose mais qui ont peur, tu vois. Est-ce que tu penses qu'elles doivent suivre leur cœur? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors moi, quand tu as parlé de mantra, moi il y a une phrase que j'adore depuis très longtemps. C'est une phrase en anglais. C'est a smooth sea never made a skilled sailor. Ça veut dire en gros des eaux calmes n'ont jamais fait un marin talentueux. Oh, alors j'avais jamais entendu cette phrase. J'adore cette phrase. J'ai fait une traduction approximative. Ah mais ouais, d'accord. Ça veut dire que en fait faut avoir plein d'expériences positives comme négatives justement. C'est ce qui forge pour se faire son chemin. Oui, c'est ce que j'ai appris avec le temps et d'échecs tu vas en réussite et t'es voilà. Toujours là. Oui. Après les années, tu vois. Vrai, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est que tu vas passer par plein de trucs. Au début, comme tu disais, il y a des gens qui ont peur de se lancer et c'est ça qui fait que l'aventure elle est belle aussi. Ouais. C'est alors rien à voir. Florence Foresti qui a dit ça une fois dans une interview, qu'en fait il faut pas toujours attendre d'arriver à un but pour profiter de l'aventure. C'est tout le chemin qu'il faut se rappeler. C'est très beau. Et c'est sur tout le chemin qu'il faut profiter que de l'entrepreneuriat et pas toujours se dire je vais arriver à ci, je vais arriver à ça. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. En fait, il faut profiter tous les jours de cette aventure. Et c'est comme quand on parle du bonheur. C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est un but ou c'est tout le chemin que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais de ton bonheur tous les jours? C'est ça. Et ben écoute Aline, je te remercie énormément de nous avoir partagé tout ça. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à aller consulter la petite boutique Z de Aline. Ouais. Z-atelier.fr. Exactement. Là, alors, j'adore la voix là. On va faire une petite sonnerie. Et puis moi, je vais aller revoir les couvre-plats là. Parce que ça m'a titillé. Prenez soin de vous. Soyez créatifs du bout de vos doigts. Et puis, à très vite. Au revoir. Au revoir. Je tenais vraiment à remercier Aline pour sa confiance. Merci vraiment de m'avoir raconté ton histoire parce que je sais que tu l'écouteras. Et merci à vous d'avoir donné vie à ce projet, d'être autant à apprécier le thème de ce podcast. Je suis ravie. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez les prochains épisodes. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un like là où vous pouvez le faire. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et soyez créatifs.